Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020, le Premier ministre d'Alassane Ouattara a été choisi ce jeudi à l'issue de conseil extraordinaire du parti. L'armée nigériane, de nouveau endeuillée, 9 soldats ont été tués dans une attaque à 200 km au nord du pays. Les assaillants ont été neutralisés. Et puis, le Maroc prend des dispositions pour éviter la propagation du coronavirus. Les lieux publics sont fermés. Le pays a enregistré son premier cas de personnes infectées à la maladie en début de semaine. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est à Amadou Gon Coulibaly qu'Alassane Ouattara entend passer le pouvoir. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire a été désigné candidat du RHDP pour la présidentielle d'octobre prochain. C'était au cours d'un conseil extraordinaire du parti ce jeudi. Les précisions. Sans surprise, le conseil politique du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a désigné Amadou Gon Coulibaly candidat du parti à la présidentielle d'octobre 2020. Je mesure l'ampleur de la responsabilité et l'ampleur de la charge, a affirmé le Premier ministre dans un communiqué. Si le choix de son Premier ministre par Alassane Ouattara était un secret de polichinelle depuis des semaines, sa désignation sans vote par le bureau politique une semaine après l'annonce du président de ne pas briguer un troisième mandat est une surprise. Âgé de 61 ans, Premier ministre de la Côte d'Ivoire depuis 2017, il a accompli toute sa carrière dans l'ombre du président Ouattara, dont il est un des proches et dont il a la confiance. Cela fait 30 ans que j'apprends aux côtés du président Alassane Ouattara, a-t-il expliqué. Il a été secrétaire général de la présidence de la République, de l'arrivée au pouvoir de Ouattara jusqu'à sa nomination comme Premier ministre. Ancien haut fonctionnaire et ancien ministre de l'Agriculture, il a été formé en France et, comme son mentor, maîtrise bien les circuits financiers internationaux. Père de 5 enfants, Amadou Gon Coulibaly, issu d'une grande famille de Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire, est à ce titre très influent chez les chefs traditionnels. Il a été maire de Korogo, 4e ville du pays, de 2001 à 2018. J'ai lancé un appel à toutes mes sœurs et à tous mes frères pour que nous soyons unis. Nous devons gagner ces élections au premier tour, a-t-il déclaré. La commission électorale en Guinée, évidemment, s'est de nouveau réunie ce jeudi et a entériné la date du 22 mars pour la tenue du double scrutin législatif et référendaire. Cette nouvelle date a été choisie en dépit des imperfections flagrantes du fichier électoral. Réunie à huis clos en séance plénière ce jeudi, la commission électorale guinéenne a choisi le dimanche 22 mars prochain pour la tenue d'un référendum constitutionnel couplé à des législatives, initialement prévu le 1er mars dernier. Mais ce nouveau calendrier électoral doit encore passer l'obstacle de la Cour constitutionnelle avant d'être éventuellement avalisé par le président Alpha Condé. S'exprimant sous le couvert de l'anonymat, un membre de la CENI a reconnu que la décision de proposer le 22 mars avait été prise sans trop d'illusions car sous la pression. Le délai pour organiser ces consultations paraît à nouveau très court. Des experts ouest-africains ayant recommandé comme préalable de retirer près de 2,5 millions de noms des listes électorales car ils ne disposent d'aucune pièce justificative. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Amadou Salif Kébé, avait proposé discrètement lundi dernier que le scrutin ait lieu le 15 mars. Mais la Cour suprême a rejeté sa requête selon un arrêt de la haute juridiction consulté ce jeudi par l'AFP. L'organisation du référendum sur une nouvelle constitution et son couplage avec les élections législatives, reportées à plusieurs reprises, devrait servir au président Alpha Condé à mener à bien son projet, accuse l'opposition. Dénonçant spécifiquement un fichier électoral truqué et disproportionné par rapport à la population du pays, l'opposition avait opté pour le boycott des scrutins du 1er mars dernier.
Et en bref, et en image à présent, 9 soldats nigériens ont été tués ce jeudi dans une attaque à Ayoro. Nous sommes à 200 km au nord-ouest du pays, menée par des assaillants à moto. L'attaque a lieu vers 13h, 12h GMT. Une position des forces de défense et de sécurité à Ayoro, située dans la région très instable de Tillabéri, théâtre d'attaques djihadistes fréquentes et meurtrières. Mais les assaillants ont été neutralisés grâce notamment à l'intervention des forces françaises Barkhane. Félicitations aux forces de défense et de sécurité du Niger et à la force Barkhane, dont la coopération a donné aujourd'hui un résultat prodigieux du côté de Ayoro. L'action de Barkhane contre les terroristes a été remarquable, a indiqué notamment le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, sur Twitter. Direction à présent le Soudan où le FBI américain va aider à enquêter sur l'attaque contre le convoi du Premier ministre soudanais. C'était en début de semaine. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement. Des suspects ont été par ailleurs déjà arrêtés. Le recours à des enquêteurs du FBI s'explique par l'expertise et les techniques dont il dispose dans ce genre d'affaires, a ajouté le ministre de la Communication et de la Culture et de l'Information. Des journaux soudanais citant un communiqué du ministère de l'Intérieur ont précisé que l'équipe du FBI est composée de 3 personnes. Le Conseil de sécurité et de défense soudanais, réuni lundi soir à Khartoum quelques heures après l'attentat, avait décidé de faire appel à des pays étrangers pour aider à l'enquête. Le convoi d'Abdallah Hamdok a été visé lundi matin par une explosion et des tirs d'armes automatiques à Khartoum. Il en est sorti idem selon les autorités. L'attentat n'a pas été revendiqué. Le porte-parole du gouvernement s'est contenté de dire mercredi que plusieurs suspects avaient été arrêtés, dont des étrangers. Mardi, le ministère de l'Intérieur a indiqué que l'explosion avait été provoquée par un engin explosif de fabrication artisanale placé au bord de la route. Après la chute du régime de l'ancien président Omar El-Béchir en avril 2019, Abdallah Hamdok a pris en août 2019 la tête d'un gouvernement de transition aux côtés d'un conseil souverain composé de civils et de militaires qui dirigent le pays. Ces 2 instances sont chargées de conduire une transition de 3 ans avec des élections libres à la clé. Au Maroc, à présent, le ministre de la Culture et de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, a donné une conférence de presse à Rabat, la capitale, au cours de laquelle il a annoncé des mesures prises par les autorités contre le coronavirus. Les autorités marocaines ont imposé des restrictions aux événements sportifs et culturels, notamment en fermant les stades au public. Le ministère marocain de la Santé a déclaré ce mardi que le pays avait enregistré déjà son premier cas de décès lié au coronavirus. Écoutons ici ces précisions de ce responsable. بالنسبة للتعامل بصفة عامة مع هذا الوباء ديال فيروس كورونا في المغرب. En ce qui concerne le traitement avec cette épidémie qui est le virus corona, le Maroc maîtrise avec professionnalisme et avec des comités de veille, une commission de pilotage et de la surveillance continue quotidienne en coordination avec tous les services concernés pour protéger les citoyens et aussi le traitement et la prise des décisions se fait selon l'évolution des faits. Les mesures préventives sont obligatoires et tout ce que j'ai cité rentre dans les mesures préventives. Une opération de désinfection a lieu dans les 12 tribunaux du Grand Tunis afin donc d'endiguer la propagation du Covid-19. La Tunisie a enregistré le 6e nouveau cas, ce qui fait donc monter le bilan à 13 cas déjà détectés depuis le 2 mars. L'on prend au sérieux la menace du coronavirus dans ce pays. Tous les moyens sont bons pour contrer le mal. Outre le port des masques, le personnel d'un tribunal désinfecte une salle d'audience. Dans les marchés de Tunisie, le prix de l'ail a flambé ces derniers jours après une ruée des consommateurs vers ce condiment aux vertus antimicrobiennes dans l'espoir qu'il les aide à se protéger de la propagation du nouveau coronavirus. Au marché central de Tunis et dans de nombreuses grandes surfaces, le prix de l'ail flottait mercredi avec les 20 à 25 dinars le kilo, ont constaté des journalistes de l'AFP, soit quasiment 7 à 9 euros, dans un pays où le salaire mensuel moyen est en deçà de 600 dinars, soit 200 euros. L'ail est habituellement utilisé pour renforcer l'immunité ou atténuer les effets de la grippe, qui a des symptômes similaires à ceux du nouveau coronavirus
élevé au rang de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Mais des publications en ligne plus ou moins sérieuses se sont multipliées, laissant entendre à tort que cela pouvait protéger contre le virus. Face à la multiplication des rumeurs sur les vertus thérapeutiques de l'ail, l'OMS a publié un démenti sur sa page consacrée aux faux remèdes. L'ail est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes, reconnaît l'OMS. Cependant, rien ne prouve, dans le cadre de l'épidémie actuelle, que la consommation d'ail protège les gens contre le nouveau coronavirus. À ce jour, 6 personnes, la plupart en provenance d'Italie, ont été diagnostiquées malades en Tunisie. Un 7e cas a pris l'avion pour retourner en France en dépit des consignes des autorités. L'ensemble du système scolaire français sera fermé jusqu'à nouvel ordre dès lundi prochain. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le président Emmanuel Macron en appelant les personnes de plus de 70 ans et les plus vulnérables à rester chez elles pour se protéger de l'épidémie de coronavirus. Dans une allocution solennelle d'une vingtaine de minutes, le chef de l'État français a appelé l'ensemble des Français à la responsabilité, notamment initier la stricte restriction nécessaire au niveau de leurs déplacements. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Et heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. Protéger les plus vulnérables d'abord. C'est la priorité absolue. C'est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Les transports publics seront maintenus, car les arrêtés, ce serait tout bloqué, y compris la possibilité de soigner. Mais là aussi, c'est à votre responsabilité que j'en appelle. Et j'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte, là aussi. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Mesdames et messieurs, c'est sur ces informations que nous bouclons ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.